Bonsoir à tous, vous avez bien fait de nous rejoindre sur le plateau de Ce soir ou jamais. On va se demander pourquoi et comment le Vénézuélien Chavez est en train de devenir le leader mondial de la contestation. On va l'appeler comme ça pour faire simple. En tout cas, le leader de la contestation mondiale. Je vous présente tout de suite mes invités. Jeannette Abel, vous êtes politologue, vous enseignez à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, l'université Paris 3. Vous allez sortir d'ailleurs un article dans le prochain numéro du Monde diplomatique intitulé « Washington face aux défis latino-américains ». Alors, je ne vais pas vous demander à tous si vous êtes pour ou contre Chavez, ce serait réducteur, et puis on va s'en apercevoir au cours de ce débat. Mais votre sentiment à vous sur Chavez, très court. C'est un révolutionnaire impulsif, un homme du peuple autodidacte, je résumerai comme ça. Michel Colomb, vous êtes belge, vous êtes journaliste et pamphlétaire, vous êtes célèbre pour vos interventions contre les médias, en particulier les médias occidentaux. Vous avez beaucoup de fans qui vous retrouvent sur michelcolomb.info, sur Internet. Vous avez écrit des livres qui ont fait beaucoup parler. Attention médias, c'était contre les médias mensonges, je vous cite, sur la guerre du Golfe. Vous avez fait Poker menteur, c'était sur les médias mensonges sur la guerre en ex-Yougoslavie. Vous avez écrit récemment un livre sur George Bush, intitulé Bush le cyclone, et vous venez de signer la préface de Code Chavez, CIA contre Venezuela, qui est écrit par une américaine, Eva Gollinger. Gollinger. Même question, Chavez? C'est un président qui tient ses promesses, et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est exceptionnel, non? Saïda Churchill, vous êtes l'auteur et l'interprète de Sujet Chomsky. C'est un spectacle qui tient l'affiche depuis 2 ans environ. Maintenant, en ce moment, il est au Théâtre d'Edgar, le vendredi et le samedi à 18h30. Alors, c'est une comédie politique et hargneuse, dites-vous. Moi, je rajouterais contre l'impérialisme américain. C'est d'ailleurs devenu un rendez-vous de la contestation, ce spectacle. Alors, à votre tour, Chavez. Chavez, oui, c'est avant tout un contestataire, un anti-impérialiste. Et c'est en ça qui m'intéresse. Raoul Paz, vous êtes une des stars de la musique cubaine d'aujourd'hui, chanteur, compositeur. Votre dernier album s'appelle In Vivo, ce qui veut dire live. Il a été enregistré à La Havane et à Pinar del Rio. Même question, Chavez? C'est un personnage qui m'intrigue, qui me fait peur quand même. Ah oui. Voilà. Pierre Rigoulot, vous êtes historien, vous dirigez l'Institut d'Histoire Sociale, vous animez la revue Histoire et Liberté qui vient de consacrer un numéro entier à l'Amérique latine. Vous avez écrit de nombreux livres, l'un des derniers, le dernier même je crois, c'est Coucher de soleil sur la Havane. Chavez? Chavez, c'est une personnalité politique atypique dont on peut craindre qu'elle mette en place les éléments d'un régime totalitaire, voilà. Marie-Lou Marini, vous êtes argentine, comédienne. L'Argentine, c'est un pays que vous avez fui en même temps qu'Alfredo Arias, à peu près. Alfredo Arias, dont vous êtes toujours la comédienne fétiche. Vous sortez d'ailleurs de scène. Vous avez ôté votre costume de nonne, celui que vous portez dans Divino Amor, le dernier spectacle d'Alfredo Arias, qui se joue en ce moment même au Théâtre du Rond-Point. Alors, Chavez? Une personnalité haut en couleur, avec des aspects intéressants et d'autres qui m'intriguent et me laissent un peu perplexe et un peu dubitative. Miguel Benassayag, vous êtes argentin, écrivain, philosophe, psychanalyste. Vous avez combattu la dictature argentine, les armes à la main. Vous avez d'ailleurs fait de la prison, vous avez été torturé. Votre dernier livre est un éloge du conflit que vous avez écrit avec Angélique Del Rey. Chavez? Eh bien, Chavez, c'est encore une fois quelqu'un qui essaie de faire une OPA sur le mouvement de libération, qui essaie de nous pousser au simplisme, à être pour ou contre. Alors, voilà, Chavez, c'est dommage que des processus si intéressants comme ceux qui existent aujourd'hui en Amérique latine, si riches, à nouveau on essaye de les simplifier. Voilà. René Frégosi, politologue, vous êtes directrice de recherche à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, à Paris 3 également, à l'université Paris 3. Vous venez de publier un livre intitulé Altérité et mondialisation, la voie latino-américaine. Chavez?
Ben écoutez, c'est un président démocratiquement élu qui actuellement est en dérive autoritaire manifeste et qui nous pousse à la polarisation. Alors moi je pourrais vous dire, vous-même vous êtes chaviste puisque vous cherchez à savoir qui est pro et anti-Chavez. Et nous on va essayer de montrer que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Bien, je vous fais confiance. Vous allez me dire d'ailleurs, est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je vous propose de regarder tout de suite la façon dont Chavez a été présenté sur cette chaîne au moment où il a été reçu par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Regardez, c'était au 12-13, le 20 novembre exactement. Voilà comment on nous présente Chavez. Vous nous direz après si ça vous semble juste. Depuis ce jour de 92 où, révolté par la misère qui sévit dans un pays croulant sous les pétrodollars, le militaire tente de prendre le pouvoir par les armes. Le coup d'État échoue, c'est par les urnes qu'Hugo Chavez obtient 7 ans plus tard ce qu'il convoite, le pouvoir. Vous allez briser les chaînes de l'esclavage, ces chaînes qui entravent le Venezuela, et vous allez balayer ces politiciens pourris, toute cette pourriture. Promesse tenue, il écarte l'oligarchie et multiplie les programmes sociaux en direction des pauvres, 80% de la population. Si sa popularité est immense, la frange aisée du pays voue à ce métis une rancune tenace. En avril 2002, l'opposition croit tenir sa revanche. Des manifestations dégénèrent, une partie de l'armée se soulève, le président est destitué au profit du chef du patronat, Washington applaudit. Mais le putsch fait long feu. 48 heures plus tard, Hugo Chavez retrouve son fauteuil plus populaire que jamais. À chaque fois, c'est le mot populaire qui résonne. Est-ce qu'il est si populaire que ça, Chavez? Est-ce que c'est un bon portrait? René Frégosi, oui. Historiquement, oui, c'est juste. C'est des événements qui, chronologiquement, se sont passés à peu près comme ça. Et c'est vrai qu'il y a la dimension populaire est extrêmement importante. Chavez a été élu démocratiquement, c'est vrai, et porté par un mouvement populaire parce que Chavez n'arrive pas par hasard. Chavez arrive sur les décombres, en fait, d'un État-providence qui a très bien fonctionné avec le parti Action Democratica, qui avait mis en place un État redistributeur, un État progressiste, avec en particulier une éducation nationale qui fonctionnait très bien, qui était très égalitaire et qui s'est mis à dysfonctionner de plus en plus. Et effectivement, dans les années 90, le Venezuela n'était plus ce pays progressiste et démocrate et démocratique qu'il a été, notamment dans les années noires, les années 70, où beaucoup de pays en Amérique latine connaissaient des dictatures. Au Venezuela, c'était une des rares exceptions démocratiques en Amérique latine. Et c'est vrai qu'à la fin des années 80, dans les années 90, la situation s'est dégradée avec une grande augmentation des inégalités, une pauvreté croissante, etc. Et c'est vrai que l'État vénézuélien et la classe politique vénézuélienne n'a plus été capable de répondre à la demande sociale, demande tout à fait légitime. Et Chavez arrive là-dessus et donc il est porté par un grand espoir populaire, c'est vrai. Oui, oui, non, bien sûr, mais je voudrais ajouter qu'on est même accentué ce que vient de dire René Frégosi. On est en Amérique latine dans une décennie, quand il arrive au pouvoir, qui est consécutive à un démantèlement de l'État, qui est consécutive à des privatisations, à la montée de la misère et de la pauvreté. Il suffit de voir les chiffres qui sont donnés par la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU. Au Venezuela même, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Autrement dit, 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. C'est encore vrai aujourd'hui depuis qu'il est au pouvoir? Il y a eu une amélioration, mais il suffit d'aller à Caracas pour voir les bidonvilles, pour voir un petit peu dans quelle situation dramatique se trouvent encore les gens, même s'il y a une amélioration considérable sur le plan de la santé, sur le plan de l'alimentation. Il suffit d'aller discuter. J'ai été discuter dans les ranchos de Caracas avec les femmes notamment qui ont plusieurs enfants et qui vous expliquent ce que Chavez maintenant a pu leur apporter. Au moins sur le plan social, en termes d'alphabétisation, en termes de soins, en termes de santé, en termes d'éducation. Et elle me racontait simplement, je peux partir le matin travailler, laisser mes enfants à l'école
Et ils ont à manger. Chez moi, ils n'ont pas pris de petit déjeuner. À midi, ils ont également à manger. Ils sont vaccinés et je peux les récupérer le soir. Et je ne pouvais jamais faire cela auparavant. Oui, rigolo, vous revenez du Venezuela. Oui, je reviens du Venezuela et évidemment, ça me fait un petit peu sourire tout ce que j'entends parce que j'ai l'impression que on a assisté à un concentré de contes de fées. Il était indigné par la pauvreté et vous l'avez entendu, il a libéré les gens. 8 ans après, vous l'avez un peu suggéré vous-même, on peut se demander s'il y a une si grande différence. Les barrios sont toujours là et puis non seulement la pauvreté, mais également la pollution, mais également l'insécurité. Caracas est une des villes les pires du monde de ce point de vue-là. C'est pire que le Brésil, par exemple. Le nombre d'homicides atteint des proportions tout à fait étonnantes. Donc, il faut être quand même un peu prudent et se demander précisément pourquoi il n'y a pas eu les changements promis. J'ai entendu tout à l'heure qu'il réalisait ses promesses. J'attends pour voir encore un peu. Michel Colomb, puisque c'est vous qui disiez qu'il réalisait ses promesses, et puis comme vous êtes un spectateur attentif des médias, ce portrait vous semblait... Je trouve que le portrait était effectivement beaucoup plus juste que ce qu'on nous présente au quotidien dans les médias. Et moi, je suis un peu agacé, je dois le dire franchement, quand j'entends parler de simplisme, de populisme. Ça, c'est la tarte à la crème dans Le Monde, dans Libération. Plutôt que de décrire ce qui se passe dans ce pays, de donner la parole aux gens, on colle une étiquette populiste et avec ça, il ne faut plus réfléchir. Mais ça veut dire quoi? Vous savez, quand vous arrivez, comme on vient de le dire, quand vous arrivez à Caracas, l'aéroport est au bord de la mer, vous montez vers la capitale et vous voyez, c'est très escarpé, vous voyez des bidonvilles vraiment entassés comme ça, problématiques. Vous pensez qu'à la moindre pluie, ça peut s'effondrer. Quand vous allez les visiter, je ne sais pas si M. Rigolo a fait ça, mais en tout cas, les gens qui nous regardent et qui se posent vraiment des questions, ben, je les inciterai à aller voir, à les discuter eux-mêmes, des deux côtés, pas seulement chez les riches, mais auprès de l'ensemble de la population. Et quand vous regardez ça, et quand vous allez voir dans ces bidonvilles, c'est quelques blocs de briques, il y a une tôle ondulée, il n'y a pas de fenêtre, c'est le sol par terre, pour les égouts, il faut aller très loin. Et effectivement, Chavez trouve 80% de gens sous le seuil de pauvreté quand il arrive au pouvoir. Et ce qui est, quand vous êtes dans ce pays, vous vous dites, mais ça fait quand même 80 ans qu'il y a une richesse pétrolière, que le Venezuela est un des plus gros producteurs et exportateurs de pétrole. Où est passé cet argent? Alors quand vous allez dans les quartiers riches, vous voyez des villas qui ressemblent à des châteaux, des Ferrari, des Lamborghini, des voitures que vous n'avez jamais vues, des Miradors, des caméras, des milices, etc. Et ça n'est qu'une petite partie. Ces gens vivent à New York, à Miami, dans des îles, que sais-je. Et vous voyez un contraste incroyable. Et vous comprenez où est parti l'argent. Et surtout qu'il est parti dans la poche des multinationales. Exxon, 39 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, excusez du peu. Total, Repsol, tout ça. Des fortunes scandaleuses sont créées en plongeant les gens dans la pauvreté. Et maintenant, effectivement, avec Chavez le populiste, il faut dire, on nous dit que c'était la démocratie. Mais il faudrait demander aux Vénézuéliens ce qu'ils en pensent, et ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Avant Chavez le populiste, 2 Vénézuéliens sur 3 n'avaient jamais vu un médecin et ils n'allaient jamais en voir un de leur vie parce que c'était trop cher. Avant Chavez le populiste, il y avait 1,5 million d'analphabètes. Il y avait des gens qui crevaient de faim. Maintenant, l'argent du pétrole est redistribué, il ne part plus dans les caisses et les coffres-forts des multinationales, il est redistribué, il sert à faire des choses, et évidemment c'est complètement hypocrite de venir nous dire « oui, mais il y a encore de la pauvreté, il y a encore de l'insécurité, il y a de la pollution ». Bien sûr. Est-ce que vous pensez que dans un continent, l'Amérique latine, ça fait 5 siècles qu'il est pillé, on a pris l'or, on a pris l'argent, on a pris toutes les matières premières. Il y a des fortunes colossales qui se sont créées en Europe. Vous avez... On finit sa phrase Balzac, dans cette émission. Oui, Balzac disait, derrière chaque grande fortune se cache un crime. On peut regarder les fortunes en France, en Europe et les multinationales. Le crime consiste à avoir volé les matières premières dans toute l'Amérique latine, dans l'Afrique aussi, à trait des esclaves, à continuer ça avec le système néocolonial qui fait qu'on ne paye pas les matières premières, on vole tout, et les gens n'ont pas à manger dans une grande majorité du temps. Vous savez, en Amérique latine, il y a 44% de gens sous le seuil de pauvreté.
Et on nous fait des promesses que tout ça va changer. Alors, allez dire à ces gens-là, oui, vous êtes sous le seuil de pauvreté, mais il ne faut pas être simpliste. Hein. Espérez et attendez. Non, il ne faut pas ça. Miguel Benassayag. Alors, non, moi je suis content honnêtement que monsieur ait fait un peu de tourisme en Amérique latine et qu'il est rentré moustillé. Bon, c'est comme ça, quand on fait du tourisme, on rentre, comme ça, plein d'idées, d'images. Les mouvements de libération en Amérique latine ont deux problèmes graves. Un, c'est les oligarchies locales, avec les partis militaires qui donnent des coups d'État, qui font n'importe quoi. L'impérialisme américain qui empêche effectivement le développement de nos peuples, d'un côté. Et l'autre problème, c'est systématiquement la OPA disciplinaire qui font certains leaders sur les mouvements de libération. Les mouvements de libération, ce sont multiples, ce sont des choses pas ordonnées, qui ne peuvent pas être pensées en termes de pro ou anti-Chavez. Alors, ce dont parle monsieur le touriste, c'est des mouvements de libération. Il faut savoir deux choses. En Amérique latine, Chavez arrive à un moment dans lequel, justement, les Indiens s'enterrent, les paysans, les universités populaires, le retour de la démocratie, une complexité libertaire est en route. Et comme par hasard, il y a un leader qui essaie de faire une OPA sur tout ce qui bouge en Amérique latine. Moi, en tant que quelqu'un de gauche, mais absolument de gauche, en participant pas seulement à la guérilla antimilitaire à l'époque, mais aujourd'hui dans les mouvements de libération en Argentine, en Uruguay, en Bolivie, dans les mouvements alternatifs, n'est-ce pas? Pas en faisant un peu de tourisme, entre deux frites et des moules. Alors, donc, moi je vous dis, vraiment, c'est terrible, terrible que ces mouvements riches de libération et face à eux, quelqu'un qui essaie de faire une OPA, de discipliner et de se présenter comme les chefs, et que tout à coup, maintenant, nous devons nous justifier si on est pour ou contre Chavez. Alors, je vais vous dire, même au Venezuela, et les gens qui connaissent Venezuela, monsieur qui a fait un peu de tourisme, c'est ça, tous les comités de base, n'est-ce pas, qui étaient des mouvements qui participaient au mouvement de libération, des mouvements démocratiques, des mouvements des femmes, tous ces mouvements-là ont été disciplinés et cooptés par le mouvement de Chavez. Chavez, on l'a déjà vu en Argentine, s'appelait Perón à l'époque, n'est-ce pas? Nous, vraiment, en tant que quelqu'un qui est engagé, absolument engagé, dans les mouvements de libération en Amérique latine et dans des mouvements pour les droits ici en France, éducation sans frontières, de mouvements. C'est-à-dire que je ne parlais pas depuis la droite qu'il imagine, monsieur. Je parle depuis vraiment le mouvement de libération. Eh bien, vraiment, il faut savoir que ces leaders-là qui font une OPA et qui nous obligent à penser pour ou contre, sont un cancer pour le mouvement de libération. Alors, pour voir, parce que je semblais que vous n'êtes absolument pas d'accord les uns avec les autres, on va voir vraiment ce que nous dit Chavez. Par exemple, une des raisons pour lesquelles il est devenu si populaire, entre guillemets, en Occident, c'est pour ses déclarations anti-américaines, ses déclarations anti-Bush. Alors, on a fait une petite compilation des déclarations de Chavez contre Bush. Vous nous direz après, au moins, si au moins là-dessus, vous serez peut-être d'accord, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? On regarde tout de suite Chavez contre Bush. Hier, le diable est venu ici. Exactement ici. Et ça sent encore le soufre aujourd'hui. Ce pupitre devant lequel je me tiens, hier, mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique, que moi j'appelle le diable, est venu à cette tribune. Il a parlé comme s'il était vraiment le maître du monde. Ce type joue au cow-boy, comme John Wayne. Ce cow-boy n'a pas la moindre idée de la politique. C'est un fils à papa. C'était un alcoolique. La vérité, c'est que vous avez un président alcoolique. Et je le dis parce que c'est la pure vérité. J'ai des amis qui sont inquiets. Ils me disent que les Américains vont me tuer parce que j'ai traité Bush de diable. Mais il ne va pas me tuer. Moi, j'ai une grande foi dans la vie. Mais c'est vrai que le diable a l'air très énervé. Saïda Churchill. Oui, je voulais dire simplement, monsieur
Miguel Benaseyag. Oui, voilà. Vous dites, il arrive, et puis voilà, on dit, voilà, il va nous libérer, etc. Mais il serait bien arrivé avant s'il n'y avait pas eu le coup d'État en 2002. Ça fait un moment qu'il est arrivé. Ça fait pas longtemps qu'il peut enfin exercer. Mais il est là depuis un bon moment quand même. En 2002, le coup d'État qui a été appuyé par Bush, José María Aznar, Bush, donc un bon moment quand même. En 2002, le coup d'État qui a été appuyé par Bush, José María Aznar, Bush, donc le copain de Nicolas Sarkozy, bon, on est d'accord, de Juan Carlos, tout ça, bon, toute cette alliance, tout ça. Non, non, mais on est, c'est pas, je parle pas de complot ni rien, mais peu importe. Mais peu importe, vous dites qu'il vient d'arriver. On est en 2007. On est en 2007. Mais on n'a pas. Il est là depuis 2002. Mais je comprends, Madame Churchill. Je comprends, Madame. 1999. Mais Madame Churchill, ce que je vous dis. Mademoiselle, c'est pas grave. Mademoiselle, très bien. Ce que je vous dis, c'est on n'a pas besoin de ces leaders. Mais vous peut-être, qui viennent... vous êtes en France. Non. Vous êtes en France, non, vous êtes le touriste tout. en France. Non, excusez-moi. Et quant à monsieur, il ne fait pas le touriste. Moi, pendant que... J'avais pas fini. Je ne vous posais pas une question, simplement je reprenais. Moi, j'étais... D'accord, j'avais pas fini en fait. Non, mais d'accord, mais on n'a pas besoin de leaders pour se libérer. J'avais pas fini. Je n'ai pas parlé beaucoup. Terminé, Saïda, terminé. Et pour ce qui est de la deuxième chose, à propos de monsieur Coulon, en fait, il ne fait pas le touriste au Venezuela, mais par contre, il est en contact très quotidien, on peut le voir sur Internet, avec quelqu'un qui est sur place, qui nous parle, qui nous dit, grâce à ce moyen très démocratique qui est l'Internet, qui nous dit ce qui se passe depuis le début, qui a été là quand il y avait cette réunion entre Juan Carlos... On en parlera tout à l'heure. Bon, voilà. Et qui nous dit, parce qu'il suffit d'envoyer un mail, vous savez, maintenant, c'est le bon côté de la mondialisation, c'est ça. On envoie un mail de l'autre côté et on l'a. Ça a des bons côtés. On est enfin en train de bénéficier des bons côtés de la mondialisation. Ça nous fait plaisir. Profitons-en, c'est la fête. Et donc, on est au courant de ce qui se passe, sans aller faire les touristes. Vous voyez, il y a des gens qui sont là-bas, qui vont voir et qui racontent. Il y a des chiffres aussi par rapport aux choses qui ne sont pas encore de promesses qui n'ont pas tenu. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres vous pose une question. Sur les hôpitaux, les étudiants, etc. Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en Je vous pose une question. Vous comprenez ce que je vous dis? Les mouvements de libération latino-américains n'ont pas besoin, nous n'avons pas besoin d'un leader qui fasse un OPA sur nos mouvements. Mais pourquoi est-ce que vous appelez OPA? Je ne comprends pas. Cela dit, il est... Parce que vous ne lisez pas tous les mails alors. Donc vous ne lisez pas tous les mails que vous recevez. Vous êtes attaché à des mots. Mais parce que OPA, vous n'avez pas lu tous les mails que vous recevez. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce type-là, il ne fait pas de la linguistique. Il est assez direct. C'est ce que j'aime bien chez lui. Oui, non, mais il est très, c'est vrai qu'il est très brut de décoffrage. Mais c'est ça qui fait plaisir, c'est que tout à coup, oui, ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir par rapport aux résultats. Mais ce qui fait plaisir surtout, c'est que sans prendre de détours, sans utiliser des sigles et des mots magiques. Mais votre hypothèse est que les peuples vénézuéliens ne pourraient pas avancer sans un chef. Attendez, je vais vous mettre d'accord. Il a été élu, donc maintenant il est le chef d'État de l'État vénézuélien. Donc intéressons-nous à ce qu'il fait aujourd'hui. En l'occurrence, sa contestation des États-Unis, de George Bush, mais des États-Unis en général, vous paraît-elle intéressante, nécessaire, légitime, et sans doute est-elle pour beaucoup dans son succès? Raoul Paz. En même temps, ça commence à être pas très à la mode de critiquer les Américains. On est tous d'accord que c'est les Américains, on n'est pas d'accord avec les Américains. Et depuis très longtemps, c'est déjà vu quand même. Donc, vous voulez dire que c'est facile? Non, mais moi, c'est facile pour un leader sud-américain? De toute façon, on est tous contre les Américains. De toute façon, ils nous sont... Bon, je ne sais pas, mais c'est la grande mode d'être contre les Américains. C'est vrai que les Américains, ils ont fait une politique épouvantable en Amérique latine, qu'ils ont fait une politique terrible, qu'on connaît tous, et que toute personne qui connaît un peu l'histoire, ils savent tous les mal qu'ils ont pu faire les Américains, les grandes entreprises internationales à Latino-Amérique. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un qui arrive comme ça avec la grande gueule, du coup, voilà, parce que c'est que ça, pour l'instant, ces côtés-là, c'est le côté qui tout le monde les fait rêver. Et moi, je pense justement qu'en Amérique latine, il y a un mouvement assez intéressant à ce moment, qui ne sait pas que Chavez. Effectivement, Chavez, il a fait des choses. Après, moi, je ne connais pas exactement les choses au fond. Non, je rappelle que vous êtes cubain. Voilà, je suis cubain. Les Cubains ne connaissent rien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais moi, par contre, je trouve qu'il y a un mouvement de gauche très intéressant en Latino-Amérique et qu'on ne parle pas. Parce qu'il y a M. Chavez qui appelle Diablo et je ne sais pas quoi. Et tout ça, je crois qu'on peut l'éviter aujourd'hui. On sait, on peut critiquer, mais aller faire que de cinéma,
et prend une place médiatique, et c'est ça qui me fait peur. Moi, je suis plutôt d'accord avec plein de choses qu'il fait, qui sont réelles et qui sont là, et il faut attendre, il faut être prudent, il faut voir où ça va y aller. Mais c'est plutôt positif. Et heureusement, depuis je ne sais pas combien de temps, un pays riche comme le Venezuela, il a quelqu'un courageux qui vient et qui au moins il commence à faire des choses. Ok, mais pourquoi tout le reste? Et pourquoi il veut prendre la place de tout un mouvement qui est vraiment intéressant, qui se passe en Amérique latine et qu'on ne parle pas, et qu'on parle pas du... Moi, je trouve que c'est un petit peu facile d'agiter le diable. Permettez. Qui est-ce qui lui donne cette place? Qui est-ce qui lui donne cette place à Chavez? Voilà. C'est les grands groupes. Mais lui-même, il se la donne avec les médias, avec tout ça. Mais bien sûr. Non, pourquoi est-il séduisant? C'est ce que demande Saïda Cherché. Pierre Rigoulo. Non, moi je voulais simplement... C'est une personnalité, je dois dire, qu'à moi, comme Argentine, mais fait... Attendez, Saïda. C'est une personnalité intéressante, bien sûr, mais c'est une personnalité qui, à moi, comme Argentine, ça me fait peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait peur. Je ne connais pas les chiffres. Je ne connais pas tout ce qu'il était, sa politique d'une façon claire et précise. Mais il y a des aspects dans sa personnalité qui me fait beaucoup penser à quelqu'un que je pense qui a été néfaste pour l'Argentine, qui s'appelait Juan Domingo Perón. Ça veut dire, c'était un homme qui avait toutes les possibilités et il a fait beaucoup de choses, et des choses très, très bonnes et très intéressantes socialement pour le peuple argentin, mais il n'a pas instrumenté le peuple argentin pour être responsable et avoir tous les instruments pour ne pas être alimenté par le gouvernement comme démagogiquement, et à être fort et responsable pour prendre son destin en main. Vous voulez dire qu'il a infantilisé les Argentins? Il a infantilisé, mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, je voulais simplement dire qu'il y avait une partie de la réponse à la question que vous posiez, c'est-à-dire pourquoi finalement tout le monde en parle, etc. C'est quand même une personnalité atypique, un homme politique un peu différent des autres, qui parle de manière différente des autres. Par exemple, il continue à parler pendant que José Luis Zapatero tente de finir son discours. Non, mais c'est quelque chose d'important parce que on l'a vu tout à l'heure avec le diable américain. Il y a en effet quelqu'un qui n'est pas tout à fait aux normes du parler correct, diplomatique, habituel. Mais il y a quand même d'autres choses. Et je crois que c'est assez important. Il y a le fait qu'il a la brutalité verbale qui fait plaisir à un certain nombre de gens qui sont amoureux de simplicité et même de simplisme. Par exemple, non, je n'ai jamais dit qu'il était imbécile. Vous nous traitez nous d'imbéciles. C'est un homme intelligent. C'est un militaire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est un militaire qui sait très bien, par exemple, distinguer la tactique et la stratégie, qui prend un certain nombre de mesures ponctuelles et précises, mais qui a en même temps des objectifs. Mais pour revenir à la brutalité verbale, je pense par exemple à ce qu'il a déclaré tout récemment quand le cardinal du Venezuela, le chef de l'Église catholique, a trouvé quand même qu'il y avait des dangers dans la révision constitutionnelle. Alors il a répondu quelque chose comme « les chiens aboient, la caravane passe ». Vous voyez, alors ça plaît beaucoup ce genre de choses. Celui qui a participé au coup d'État, celui qui a participé au coup d'État, le chef de l'Église catholique, celui-ci, c'est celui-ci qui a été choqué. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Et je voudrais finir... Sa réponse est très bonne, les chiens aboient, la caravane passe. Bon, très bien. Bon, vous êtes chaviste, je vous laisse parler. Je vous laisse parler, je vous écoute. Laissez-moi finir. C'est quand même quelqu'un qui a participé à l'attentat. Est-ce que Chavez a fait ou non un coup d'État? Il en a même fait 2. Alors, s'il vous plaît, calmons-nous avec les coups d'État. Je termine. Terminé. Raoul Baduel, également, un général qui avait fondé avec Chavez le mouvement bolivarien, révolutionnaire bolivarien,
s'est exprimé également pour dire que cette réforme constitutionnelle ne lui paraissait pas bonne. Il l'a appelé traître. Alors, quand vous dites que nous sommes encore en démocratie, moi je m'inquiète, parce que les traîtres, c'est les gens qui trahissent une cause. En démocratie, il y a des gens qui sont comme vous et comme moi en désaccord et qui peuvent échanger de façon courtoise. Ça, c'est la démocratie. Mais parler d'un traître parce que quelqu'un trahit, soi-disant, une cause, alors là, nous commençons à sortir de la démocratie et à entrer dans un monde, moi qui m'inquiète un petit peu, celui de l'autoritarisme et du totalitarisme. On a fait l'émission ici sur le mot traître parce qu'il a été beaucoup employé en France après l'élection de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle que la gauche a beaucoup employé le mot traître. Oui, parce que justement, on l'excluait du champ de la démocratie. On en faisait un danger fascisant. Exactement. Je voudrais dire un mot sur les Américains. Oui, revenons sur les Américains. Sur l'anti-américanisme. Je vais dire un truc sur les Américains. Et il ne s'agit pas d'être anti ou pro-américain. Il s'agit qu'en tant que latino-américain, effectivement, la CIA a fait le coup d'État contre Allende. La CIA reconnaît avoir fait le coup d'État en Argentine. La CIA dirigeait quand même la réaction assassine, criminelle, et c'est les Américains même qui les reconnaissent. Donc, être pour ou anti-américain, ce n'est pas une question pour nous d'un match de football. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose là qui attaque la démocratie. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, je suis contre cette administration américaine qui agit de la sorte. Mais, une fois encore, je ne vois pas en quoi j'ai besoin, moi, qu'une grande gueule comme Chavez, tout à coup, se mette à parler contre les Américains, et après on me dise tu es pour ou contre Chavez. C'est ça le jeu de Chavez. Le jeu de Chavez, c'est que, bien entendu, qu'il y a différents types d'anti-américanisme, mais différents types de mouvements, donc il y a une multiplicité. Et tout à coup, maintenant, si on est anti-américain, anti-administration américaine, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, eh bien, tout à coup, on doit être pour Chavez. Alors, cette caricature-là est une caricature qui va coûter très cher au peuple vénézuélien, comme la position manichéenne de Castro va coûter très cher au peuple cubain. Parce que, bien entendu, qu'il y a eu des bonnes choses et de mauvaises choses dans la révolution cubaine. Le problème, c'est que, comme Castro a dit, pour Castro ou contre Castro. Maintenant, Chavez dit pour Chavez ou contre Chavez. Eh bien, quand ces grands libérateurs tombent... Vous êtes pour moi ou contre moi? Pareil. Quand ces libérateurs tombent, ces libérateurs entre guillemets tombent, toutes les bonnes choses tombent aussi. Alors, ce que je dis, c'est... Si vous êtes pour la libération, effectivement, du peuple, si nous partageons cette idée de la libération, de la lutte pour l'émancipation, eh bien, sachez donc simplement que dans cette lutte pour l'émancipation, ces leaders qui font des OPA, qui veulent nous diriger, qui veulent nous discipliner, ils nous plombent. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas fait que parler. Effectivement, moi, je vous dis, c'est-à-dire, je me suis battu, effectivement, comme vous l'avez dit, les armes à la main. Quand il y avait la dictature en Argentine, j'ai entré dans la résistance, j'ai passé 4 ans et demi en tôle. C'est-à-dire que je ne vous parle pas des idées ou des linguistiques. Je vous dis, moi, en tant que quelqu'un engagé, quand je vais dans les territoires occupés par des paysans en Argentine, n'est-ce pas, et qu'on voit que tout à coup, ces gens-là doivent se définir par rapport au grand leader Chavez, moi, je dis non. Je dis non. Et c'est une discussion qui se passe aujourd'hui en Argentine, au Brésil. Pourquoi? Parce que c'est une fausse discussion. Les gens qui cherchent la libération aujourd'hui en Amérique latine, ils ont autre chose à faire que s'aligner, comme vous l'avez dit, derrière un leader, comme c'était le cas de Perón. Vous comprenez? En l'occurrence, je voudrais poser une question à Michel Collomb et à Jeannette Tabel. En l'occurrence, est-ce qu'ils se contentent de mots contre les Américains ou est-ce que véritablement il les empêche de... Non, bien évidemment, bien entendu, il les empêche et il les bloque. Enfin, il a quand même été un des acteurs principaux qui a fait que l'ère de libre-échange des Amériques a échoué. C'est en particulier parce que Chavez était là que le projet de traité de libre-échange sur les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, a échoué. Alors ceci dit... Et c'est une bonne nouvelle, ça, pour vous? Et bien entendu, c'est une bonne nouvelle. Et pas pour moi c'est tout à fait secondaire, mais je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les latino-américains. Ce qui ne va pas dans la discussion, premièrement, cette histoire d'OPA, je ne comprends pas quelle OPA. Mais d'autre part, je refuse absolument cette qualification pour ou contre Chavez.
Chavez. Oui, oublions-la si vous voulez, comme ça, ça nous permet d'avancer. S'il vous plaît, on va arrêter avec ça. Je refuse absolument d'être défini. Non, moi je ne l'ai jamais entendu dire ça, mais indépendamment de ça, je refuse absolument d'être catalogué comme quelqu'un qui est pro-Chavez. Maintenant, discutons de ce qu'il fait. Et discutons de ce qu'il fait bien et discutons de ce qu'il fait mal. Parce que je suis effectivement convaincu qu'il y a un certain nombre de choses dans la réforme constitutionnelle que je considère comme des erreurs. Mais si je regarde d'autres réalisations, et je le disais à l'instant, le traité de libre-échange, qui visait à faire quoi? Parce que ce n'est pas une position personnelle quand même, je crois que c'est une position largement partagée, qui visait à faire en sorte que tout l'hémisphère occidental soit de fait une zone de libre-échange sous hégémonie des États-Unis. Même les Européens craignaient cette opération, parce que ça aurait été un changement dans l'équilibre du monde. Il a été un acteur décisif dans le fait que cette opération a échoué. Il n'était pas tout seul, on pourrait aligner les Boliviens, etc. Mais c'était décisif. Et deuxième remarque... Non, mais enfin, l'acteur le plus décisif, c'est quand même Lula dans cette affaire, c'est pas Chavez. C'est le Mercosur, non, et c'est un des leaders du Mercosur, je suis d'accord que Lula joue un rôle important, mais la position de Lula, je m'excuse René, si on voulait en discuter, est sûrement plus ambiguë sur le sujet. Mais cela dit, deuxième remarque, et je termine avec ça, vous dites, vous êtes un petit peu méprisant à l'égard des latino-américains, parce qu'il a quand même 63, alors les Vénézuéliens d'abord, si on comprend bien ce que vous dites, 63% des gens qui ont voté pour lui au mois de décembre, au Venezuela, j'étais là lors des élections comme observatrice, sont des imbéciles. Parce qu'ils ont voté, comme dit... Non, Jeannette, arrête, ça c'est l'argument des magots. Non, arrête, non. Attendez, René Frégosi qu'on n'a pas entendu. Vous êtes Sarkozy, par exemple, alors donc, avec cette logique-là, vous êtes sarkozienne. Ah non, ça je crois pas. Avec cette logique-là. Avec la logique. René Frégosi. René, je te laisse la parole tout de suite. Je comprends pas qu'on puisse dire que les gens qui... parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autres alternatives. C'est ça le problème. Pourquoi finalement, au dernier ressort, au Venezuela vote-t-il Chavez et ailleurs ont-ils voté Morales en Bolivie? Pourquoi ont-ils voté Correa en Équateur? Pourquoi applaudissent-ils des leaders qui, effectivement, souvent en Amérique latine, sont des leaders qui sont, disons, trop personnels dans leurs attitudes et dans leur mode d'exercice du pouvoir? Mais pourquoi? Quelle est la raison? La raison, elle est quand même un échec total de tous les gouvernements qui ont précédé. Et je le dis bien tous, sans exception. Tous ont carrément, on va voir ce qui se passe au Brésil après Lula. Tous ont échoué dans les réformes sociales. Tous, ils n'ont d'abord pas accompli les promesses qu'ils avaient faites quand ils étaient candidats aux élections. Et après les gens... Admettons qu'effectivement, tout à coup, un processus échoue, un processus démocratique échoue. Eh bien, on échoue. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader qui va sauver... Ah, mais je ne suis pas pour les leaders et pour les sauveurs suprêmes, mais je suis absolument pas pour ça. Mais justement, les échecs ou les réussites ne sont pas question du leader qui se... Alors donc, vous dites, Lula va, le projet brésilien va échouer. Peut-être il va échouer, voilà, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est un fatalisme que je... Mais ce n'est pas un leader qui pourra les sauver. Mais je suis d'accord que ce n'est pas un leader, je suis contre toute idée de... Non, mais moi je voudrais revenir quand même sur les... Un mot de René Frégosi, ensuite Michel Colomb. Parce qu'effectivement, moi je prends au sérieux ce que dit Chavez. Et il y a un autre florilège que vous auriez pu nous faire partager ici, parce que bon, l'anti-américanisme c'est effectivement banal. Mais par contre, moi j'aurais aimé réentendre ces déclarations contre Israël, ces déclarations en faveur d'Ahmadinejad et ces déclarations antisémites. Alors moi j'aimerais bien avoir ce florilège-là aussi. Il s'est désolidarisé justement à partir des déclarations Et ça tournait. J'aimerais qu'on parle de ses alliés, parce qu'on parle de ses ennemis. Hein, entre guillemets. J'aimerais savoir ses alliés. La Biélorussie, la Russie, l'Iran. On va y venir. Michel Colomb voulait intervenir, mais on va y venir. C'est signifiant. Mais bien sûr. J'aimerais intervenir parce que en face on nous explique. Alors le grand mot est lâché là.
antisémite, hein, je pense qu'effectivement... on n'a pas le droit de parler de populisme, on n'a pas le droit de parler d'antisémitisme, on n'a plus le droit de rien. Non, on a le droit de parler d'antisémitisme. On a parfaitement le droit de parler d'antisémitisme et on en abuse même. Non, simplement le problème, oui, on en abuse. Simplement le problème, c'est que les accusations d'antisémitisme de Chavez, là pour le coup, c'est vraiment gros comme une maison. Je pensais même pas qu'on allait aborder ce sujet parce que là, on n'a même plus le droit d'en parler. Michel Collomb d'abord. On en parle trop. Allez-y, Michel Collomb. Bien au contraire. Je voudrais, en espérant ne pas être interrompu, réagir parce que... Allez-y, Michel Collomb. Réagir parce que, en face, on nous explique qu'il ne faut pas être simpliste. Et puis on nous fait une démonstration, il y a un Belge qui vient à Paris, une histoire de moules et frites, chacun appréciera. J'avais même pas relevé, mais c'est... On balance 3 fois en suivant tourisme, donc le petit jeu des étiquettes pour discréditer quelqu'un au lieu de discuter objectivement sur ce qui se passe. Et Chavez ne prétend pas que tout le monde doit faire comme lui, c'est absurde. Les pays ont des situations différentes, des traditions différentes, des situations stratégiques, des rapports de force différents. Et donc il se passe des choses qui ont évidemment des points communs. Une résistance, une révolte, un espoir. Et ça, c'est, comme on vient de le dire, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au Nicaragua, demain au Pérou et dans d'autres pays. Et donc, il y a effectivement une résistance parce que, en fait, la situation de l'Amérique latine, je m'excuse, mais je suis totalement en désaccord avec ce que nous a raconté là, qu'avant, c'était bien, c'était la démocratie. Alors prenons un exemple. En 89, il y a des manifestations. À cause de la démocratie. Il y a. Rentrons pas trop dans le détail de la vie de l'Amérique du Sud, rassurez-moi. Non, juste une chose. Allez-y. C'est un truc très concret. En 89, au Venezuela, le FMI impose des mesures, on liquide tous les budgets sociaux, on double le prix de l'essence au Venezuela, vous vous rendez compte, les gens ne savent plus payer le bus, les choses dans les magasins deviennent impossibles, il y a des révoltes populaires dans la rue à Caracas contre le FMI, contre ces mesures scandaleuses, et le président social-démocrate de l'époque, dans les années 60, je ne vous ai pas interrompu, madame, et si vous n'avez pas peur de ce que je vais dire, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le président social-démocrate de l'époque fait tirer sur la foule, il y a 3000 tués, on tire dans les immeubles, des bébés sont abattus dans leur berceau, et ça c'est la démocratie. Et un deuxième exemple, c'est en 2002, le coup d'État contre Chavez, justement. Voilà un président qui a été élu avec des scores, comme on vient de dire. Il a gagné successivement 9 élections reconnues par tous les observateurs internationaux comme impeccables. Et on lui fait un coup d'État. Le patron des patrons se met en président, il liquide la Constitution, il liquide tous les ministres, il liquide les maires, les gouverneurs, il suspend toutes les libertés, il ferme les télévisions qui ne lui obéissent pas. Et c'est un coup d'État militaire avec des morts. Préparé, comme on peut le voir dans ce livre, dont vous avez fait la préface, dont je parlais tout à l'heure, le livre d'Eva Gollinger. Voilà, qui montre tous les documents de la CIA. Donc, en fait, c'est un remake du coup d'État de Pinochet pour massacrer Allende en 1973. Les États-Unis ont refait le coup en Nicaragua, et en fait, il se passe chaque fois qu'il y a un espoir en Amérique latine, on le brise. Je rappelle que les États-Unis ont fait des agressions militaires et des coups d'État dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine. Vous avez mal préparé votre analyse parce que vous avez en face de vous des gens de gauche. Ça n'est pas toujours évident. Ça ne se remarque pas toujours. Mais je rappelle simplement, je ne vous ai pas interrompu, hein. Non, mais je rappelle simplement, et ce sera ma conclusion. Michel Collomb, pour les gens des droites. Ce sera ma conclusion que on ne pourrait pas être simpliste devant le fait qu'il y a en Amérique latine une richesse énorme et une misère énorme, et que la cause, c'est les multinationales des États-Unis, mais aussi d'Espagne et de France, hein, il ne faudrait pas les blanchir, qui ont piqué les matières premières, qui volent la main-d'œuvre. Mais ne m'interrompez pas tout le temps, ça ne fait rien avancer. Mais oui, mais... J'aurais déjà conclu si vous n'interrompiez pas tout le temps, ça va? Simplement, je voulais dire, ça pourrait changer si chaque fois les États-Unis, qui ont entre parenthèses 25 bases militaires en Amérique latine, et comme par hasard, là où il y a des richesses, on a une énorme nappe aquifère, l'eau, ça c'est, après les guerres du pétrole, il y aura les guerres de l'eau, on a une énorme nappe aquifère là entre l'Argentine, le Paraguay, etc. Et qu'est-ce qu'on vient nous raconter? Qu'il y a une menace de Al-Qaïda dans la région et que donc il faut une base militaire des États-Unis. Mais Bush, il était quand même très courageux, il achète aussi 40 000 hectares dans cette région horriblement dangereuse. Donc vous voyez, ce que monsieur là nous a expliqué, ça fait partie de la guerre médiatique parce que s'il n'y avait pas les problèmes que monsieur Bush rencontre en Irak, le Venezuela aurait déjà été attaqué.
Il a été attaqué, je vous propose de regarder tout de suite, il a été attaqué dans un jeu vidéo qui s'appelle Mercenaries, qui vient de sortir, ça s'appelle l'enfer des favelas. Le numéro 1, c'était la Corée du Nord, ça se passait en Corée du Nord. Là, le numéro 2 se passe au Venezuela. Le jeu est présenté de la façon suivante. Il raconte l'invasion du Venezuela, gouverné par un tyran assoiffé de pouvoir, qui fait obstacle à l'approvisionnement en pétrole, et ça entraîne une invasion. Je vous propose de regarder le trailer, comme on dit, c'est la bande-annonce du film. Vous allez voir, effectivement, tout le jeu consiste à envahir le Venezuela avec des mercenaires. On regarde Mercenaries. Ça se finit évidemment sur une plateforme pétrolière, ça se passe dans Caracas effectivement. Bono, le leader de U2, avait demandé à ce qu'on retire ce jeu de la vente, ce qui n'avait pas été fait. Alors c'était juste pour détendre l'atmosphère. Alors justement, venons-en aux questions qui fâchent. Est-ce que Chavez, vous avez l'air de dire qu'il avait raison, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il y a une menace contre son pays, qu'il pourrait être envahi. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le leader iranien? Est-ce que c'est pour ça, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il est allé effectivement du côté de l'Iran aujourd'hui, à votre avis, René Frégosi? Mais Chavez, à mon avis, est en train de tenter de mettre en place une sorte de nouvelle tricontinentale. Hein, c'est une espèce d'international tiers-mondiste qu'avait lancé Castro dans les années 60. Pierre Rigoulot connaît ça bien mieux que moi, il en parle très bien dans son bouquin, la tricontinentale. Et effectivement, Chavez tente d'organiser un front donc anti-américain, et donc évidemment ce front anti-américain passe par un front anti-israélien. Évidemment, anti-Israël aussi, donc, et il va chercher donc des alliés au Proche-Orient, mais aussi du côté de Loukachenko en Biélorussie, de Poutine en Russie. Effectivement, on l'a vu avec Poutine, comme on l'a vu avec Ahmadinejad. Et il déclarait que la Biélorussie était un État social tout à fait admirable. Mais parce que c'est vrai qu'on lui avait proposé de rentrer dans le club. José María Aznar lui avait proposé de rentrer dans leur club s'il renonçait à Cuba. Et le club, c'est-à-dire ce que vous appelez l'Axe. L'Axe du bien. Oui, voilà, le club du bien, l'Axe du bien. Il avait dit club. Bon, enfin, il y a des documents là-dessus. Enfin, c'est pas dans l'IB, mais ça existe. Bon, je peux pas vous chercher le papier, mais bon, ça existe, oui. Et donc, je vous donnerai le document tout à l'heure si vous voulez. Mais et donc, José María Aznar lui a proposé en 2000 de les rejoindre dans le club à condition qu'il renonce à ses relations avec Cuba. Et Chavez a répondu, parce que toujours très populaire, très près du peuple, a répondu, et qu'est-ce qu'ils vont devenir, que va devenir Haïti, par exemple, et l'Amérique centrale? Et José María Aznar, il a dit, eux, ils sont baisés. Voilà. Non, mais je sais que ça paraît normal. Moi, je trouvais ça très choquant. Lui aussi, apparemment. José María Aznar est un leader de droite. Voilà. Je veux dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que possible. Je ne sais pas. Il n'a pas donc accepté de rentrer dans ce club. Les accusations d'antisémitisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas rentré dans ce club alors qu'on quel club? J'ai pas compris. Mais le club avec l'Espagne, les États-Unis, la France, probablement à l'époque l'Angleterre et l'Italie. Le club, vraiment le super club, quoi. Il n'a pas accepté à cause de ça. Enfin, à cause de leur politique qu'ils connaissaient déjà. C'est une question de rhétorique quand il a demandé que deviendrait l'Amérique centrale et Haïti et Cuba. Bon, alors l'accusation d'antisémitisme, Jeannette Abel, vous vouliez répondre à ça? Je voudrais dire que, par contre, moi, je suis en désaccord avec ces embrassades avec Ahmadinejad. Ça, personne ne va me faire dire que je trouve ça bien. Je trouve ça pas bien du tout. Bien que je comprenne, mais ça, c'est les aspects tactiques, qu'il aille à l'OPEP et que dans le cadre de l'OPEP, il a besoin d'avoir des alliances, de passer des alliances avec l'Iran pour le prix du pétrole, etc. Mais ça, c'est une chose. C'en est une autre.
que de faire les louanges de quelqu'un qui est effectivement un antisémite notoire, qui a tenu, oui, enfin, il l'a fait, qui a tenu un colloque de négation de l'Holocauste en Iran, qui traite les femmes comme l'on sait, ça c'est inacceptable, et je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui se sont chargés de le lui faire savoir. Donc une chose est la réelle politique que nos propres dirigeants pratiquent beaucoup, parce que notre président de la République revient de Chine quand même, où je ne crois pas que la démocratie règne, mais autre chose est d'avoir un discours qui est totalement superflu et qui est, pour moi, totalement inadmissible. Alors, cela dit, j'ai été voir la communauté juive à Caracas, à laquelle je suis lié pour des raisons familiales, et autant ils ont critiqué cela, totalement, mais ils n'ont jamais traité d'antisémite. Ça fait partie de ce qui, chez Chavez, se disait tout à l'heure, révolutionnaire impulsif, quelqu'un qui, par moment, effectivement, fait des écarts qui sont des écarts de langage, mais plus qui peuvent être éventuellement... Il n'y a pas d'écart de langage, c'est un média mensonge fabriqué. C'est un média mensonge fabriqué. Non, mais le danger, c'est qu'il est en train de faire une bipolarité, exactement comme à l'époque regrettable de l'Union soviétique et des États-Unis. Et ça, c'est ce qui est regrettable, parce que quand tu parles d'Evo Morales, de Lula, de Kirchner, de Correa, bon, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'autres mouvements, d'autres leaders en Amérique latine. Mais Chavez, quand même, est en train de vouloir recréer la bipartition du monde comme ça. Et il y a quelque chose en politique qui est très dangereux, c'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ça, c'est très dangereux. C'est une phrase de Bush, ça. C'est une phrase de Bush. Et oui, et c'est très mauvais, ça. Je vous rappelle, Miguel Benassaya, que c'est pour ça que les Américains sont alliés avec Staline pour vaincre Hitler, quand même. Par exemple. C'est pas si mal que ça. Ils ont vaincu Hitler, en l'occurrence. En s'alliant avec l'ennemi de leur ennemi. Oui, effectivement. L'antisémitisme, c'est une fabrication complète, parce qu'il suffit, celui qui veut le savoir n'a qu'à aller vérifier le discours complet de Chavez, qui a été tronqué par Libération, par Le Monde et compagnie. Je l'ai mis à la une de mon site, parce que là, quand on lit le discours, c'est très clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est un discours au moment de Noël, et Chavez dit, voilà, les descendants de ceux qui ont crucifié le Christ, il est extrêmement chrétien. Dans son idée, ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié le Christ, c'est les Romains, c'est l'Empire romain comme symbole de l'impérialisme, de la richesse, etc. Oui, il ajoute encore d'autres exemples. Il dit ceux qui ont crucifié Bolivar, le grand dirigeant latino-américain de 1830, ça c'est pas les Juifs quand même. Et donc il explique très bien qu'en fait il en a à une minorité qui s'accapare les richesses du monde, ou nas minorias en plus, c'est juste. Et donc ça ne peut pas être que les Juifs, il veut dire les minorités qui dans le monde s'approprient les richesses. Et il dit voilà le problème, pourquoi il y a des riches et des pauvres. Et donc, qu'a fait Libération et puis Le Monde, on a coupé le discours et on a dit voilà, Chavez antisémite. La communauté juive à Caracas dit le contraire. Et ce qui est très important, c'est que bon, on pourrait se tromper, ça pourrait être isolé, mais quand on voit que chaque année, ou même tous les 6 mois maintenant, ça s'intensifie, il y a un média mensonge contre Chavez. D'abord en 2002, Le Monde et Libé disent qu'il a fait tirer sur la foule, c'est faux. Ensuite ils disent qu'il a démissionné, c'est faux. En 2003, on nous présente le sabotage de l'industrie pétrolière comme une grève de la base, c'est faux. C'est juste les dirigeants corrompus et l'élite qui l'a organisé. En 2004, on dit que peut-être il n'a pas gagné le référendum, c'est absolument faux. Après, on nous dit qu'il est antisémite. Après, on nous dit qu'il veut faire un parti unique. Après, on nous dit qu'il est président de vie. Chacune de ces choses... Là, on nous dit par exemple que sa famille entière s'est énormément enrichie. Oui, Paris Match, j'ai vu. C'est titré le clan Chavez, etc. J'attends toujours le clan Lagardère ou le clan Sarkozy. Là, il y aurait vraiment des choses à dire. Dans l'article, il n'y a absolument rien. Donc, il faut s'interroger quand Libé, Le Monde et compagnie sortent régulièrement une série de médias mensonges. Et quand on prouve que c'est faux et qu'ils ne corrigent pas, et qui refusent le débat avec ceux qui leur mettent le nez dedans, alors ça veut dire qu'on est en guerre médiatique, et je m'excuse, il faut penser aux armes de destruction massive. Les mêmes journaux ont dit que Saddam avait des armes de destruction massive, et on a vu le résultat en Irak. On nous dit maintenant qu'il y a le nucléaire en Irak, et que c'est un grand problème. Israël a 2 centaines nucléaires, et on ne peut pas en parler de ça. Pourquoi vous ne me répondez pas à moi? Là. Pourquoi vous ne me répondez pas à moi, à quelqu'un de gauche, à quelqu'un qui vraiment est dans les mouvements? Je vous en prie. Bien sûr, bien sûr. Vous doutez que je sois de gauche, bien entendu. Mais c'est pas grave, ici dans cette émission, on s'en fout. Alors donc, pourquoi vous ne me répondez pas à moi, quelqu'un qui est vraiment dans les mouvements alternatifs en Argentine, en Amérique du Sud, en France, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne me répondez pas à moi? Parce que moi, je ne suis pas pour les Américains, je suis tout à fait contre l'administration américaine. Et pourtant, je dis, eh bien,
On n'a pas besoin de ces leaders qui nous dirigent, qui nous disciplinent pour avancer vers l'émancipation. Pourquoi vous ne me répondez pas à moi? Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un de gauche qui vous dit la gauche, elle est malade en Amérique latine de ces leaders que systématiquement, ils ont détruit le mouvement de libération parce qu'ils ont discipliné, ils ont uniformisé. Vous voyez à Cuba, ce qui va se passer après Castro, ce sera encore du Castro. Parce que Castro, à force de dire oui ou non, eh bien, les désastres qui vont venir après, eh bien, ça sera encore du Castro. Alors, nous, on essaie de nous libérer, de nous émanciper, sans des leaders si magnifiques que celui que vous êtes en train de décrire. Qu'est-ce que vous répondez Michel Collomb, répondez très vite pour qu'on puisse... Eh bien, écoutez, si vous voulez développer des luttes en Argentine, magnifique, faites-le. Très bien, magnifique. Maintenant, je ne pense pas que Chavez y prétend vous diriger. C'est vous ignorez la réalité alors. Mais je ne vous ai pas interrompu. Il met partout ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout à fait simpliste. Mais vous ne connaissez pas la réalité alors. Laissez-lui répondre, vous lui avez demandé. Vous m'avez posé une question, vous voulez la réponse ou juste un effet? Vous ignorez qu'en Argentine, vous voulez la réponse ou bien vous voulez juste faire un effet? Il est là. Vous voulez la réponse? Non, mais vous ignorez ce que je vous dis. Je vous dis, partout en Amérique latine, il y a ce quadrillage bolivarien qui essaye de disputer à la gauche un mouvement, Vous m'avez posé une question, vous voulez la réponse? Oui. Bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des luttes depuis longtemps en Amérique latine, avec des hauts et des bas. Je m'excuse, mais dans les dernières décennies, il y a plutôt eu des bas. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé pour la situation des gens. Alors, ce n'est pas la question du leadership. D'ailleurs, quand on va en Venezuela, et j'encourage tout le monde à le faire, il faut aller discuter avec les gens. Dans la rue, les simples gens, ne prenez pas Chavez, ne prenez pas les ministres, ne prenez pas les autorités. Allez dans la rue, vous le verrez vous-même, vous l'entendrez. Il y a une amie à moi, Vanessa Stojilkovic, qui a fait un film absolument remarquable, qui s'appelle Bruxelles-Caracas, les Vénézuéliens nous répondent. Elle interviewe des gens dans la rue, et pour ne pas être simpliste, pas seulement les pauvres, mais aussi les riches. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que les gens, ils adorent Chavez, tout simplement, vraiment, parce qu'il a vraiment pas changé les choses dans la réalité. Pas dans les bavardages, pas dans les phrases sur le grand leader et des trucs comme ça, mais dans la réalité, les gens, ils ont à manger, ils ont des médecins, ils ont une éducation et ils ont un espoir. On voit ça dans ce film, et moi, ce qui me frappe, mais évidemment, je viens de vous dire qu'on a... à Marilou Marini, qui la demande depuis tout à l'heure. Moi, la chose que je voulais dire, c'est s'il y a quelqu'un qui est tellement tiraillé par les médias, c'est parce que lui, il cherche aussi cette position-là. Il a besoin de cette position-là, il la cherche. En plus, moi, je pense que c'est pour ça que moi, je n'ai pas des chiffres précis, mais j'ai des sentiments très forts, parce que j'ai vécu le péronisme en Argentine, j'ai vécu ça, j'ai vécu le début de la dictature, pas tout à fait, mais il y a... j'ai le sentiment que Chavez, il y a quelque chose en lui qui me fait extrêmement peur. Qui me fait extrêmement peur. Je vous dirais simplement, regardez ce film et vous allez voir là des simples femmes, des ménagères, qui expliquent sans Chavez ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi ça me fait peur? Ça me fait peur parce que je trouve que nous avons besoin en Amérique latine d'une prise de conscience mais fondamentale, vertébrale. C'est pas possible. Et on finit avec les Américains. Bien sûr, on sait tout le mal que les Américains nous ont fait. On sait tout le mal que le colonialisme nous a fait. Mais on a besoin d'être debout sur nos deux pattes en Argentine et en Amérique latine. On a besoin de ça. On a besoin des instruments. On a besoin des gens éduqués. On a besoin d'un programme de santé, mais vrai. Et tout ça, ça tarde à venir. Et ça tarde à venir au peuple d'une façon, pas le papa qui distribue la richesse. Non,
la possibilité de donner à chacun et à chacune sa part et sa responsabilité. Parce que nous sommes, malheureusement, nous sommes des pays qui sont nés dans une situation de corruption, de colonialisme. Si je connais un peu l'histoire argentine, les gens qui ont fondé l'Argentine sont des gens qui étaient des contrabandiers. Vous avez tout à fait raison. Moi, ce qui me frappe au Venezuela, c'est la participation populaire. C'est le fait que vous allez dans la rue, vous allez trouver des gens qui vous expliquent ce qui se passe, ce qu'ils veulent. Dans ce film, vous voyez des femmes qui font une coopérative. Ben oui, mais les télévisions ne vont pas le passer, bizarrement. Donc, il faut bien en parler quand on a l'occasion. Pour faire avancer cette conversation, je vous propose de revenir sur l'altercation qui a eu, Dieu sait si on en a parlé, de cette altercation entre Chavez et le roi d'Espagne. On va regarder la façon dont ça a été présenté sur France 3. C'était dans le 12-13, là encore. On regarde tout de suite. L'altercation survient alors que s'achève le sommet réunissant l'Espagne et les pays d'Amérique latine. Une fois de plus, Hugo Chavez s'en prend à l'ancien Premier ministre espagnol Aznar, le qualifiant de fasciste. Excédé, José Luis Zapatero tente de ramener le bouillant leader vénézuélien à la raison. Il demande le respect, mais Hugo Chavez lui coupe la parole. Visiblement énervé, le roi Juan Carlos intervient à son tour. Mais pourquoi est-ce que tu ne te tais pas? Hugo Chavez ne se démonte pas pour autant. Son allié nicaraguayen, le président Daniel Ortega, monte à son tour au créneau. C'en est trop pour le roi d'Espagne, qui quitte la salle. Hugo Chavez conclut la passe d'armes par ces mots. Je vais vous répondre, monsieur Zapatero, avec toute l'affection que j'ai pour vous. Et vous le savez, en reprenant les mots d'un grand homme, un héros de l'indépendance de l'Amérique latine. Avec la vérité, je n'offense ni ne crains personne. Hugo Chavez s'est ensuite rendu à un sommet alternatif regroupant la gauche antilibérale. Après avoir téléphoné à Fidel Castro, il a vivement dénoncé la conquête espagnole de l'Amérique latine, la qualifiant de pire génocide de tous les temps. Raoul Paz, quand vous voyez le roi d'Espagne a ordonné de se taire à un chef d'État sud-américain, comment vous réagissez? Parce que c'était le sommet latino-américain. Hein. Ouais, bon, là, il y a plein de choses. Le roi d'Espagne, je sais pas qui c'est le roi, je sais pas quoi. Le roi d'Espagne, déjà, est un roi, c'est un peu tellement décadent. À cette époque, moi, je ne veux pas parler de ça, ça m'ennuie, ce truc. Bon, finalement, c'est pas intéressant pour personne. Lieu de rigoler un peu. On a beaucoup parlé. Ouais, mais lieu de rigoler un peu parce qu'il y a un vieux monsieur qui est roi, qui dit à l'autre, qui est grand gueule. Mais qui a été élu surtout. Arrête de parler, oui, qui est élu et qui est démocratiquement et tout ça. Ils sont dans une conférence. Moi, ce qui me met en tristesse, c'est de voir que finalement, on parle toujours de la même chose, quoi. Du bon, des mauvais, les Américains, qui est pour les Américains, qui est contre. Et on laisse au milieu de tout ça un peuple entier, que c'est l'Amérique latine, que c'est un continent. Tu vois, on ne parle pas que de Venezuela. Moi, je voulais parler de tous ces continents qui a effectivement besoin un peu d'autre chose que cette propagande politique un peu légère. Je trouve quand même de sortir accuser les Espagnols à cette heure-là qu'ils ont fait un génocide. C'est clair, on le sait, les Français aussi en Afrique, ou je ne sais pas qui ailleurs, mais maintenant il faut passer à autre chose. Allez, on va passer à autre chose. Et c'est ça qui me fait peur. Moi, je suis plutôt pour, disons, mais je refuse cette catégorie de pour-contre parce que depuis longtemps, ça nous a fait beaucoup de mal aux Latino-Américains. Cette position, excusez-moi, cette position de la gauche internationale, de devoir toujours être pour ou contre avec tout ce qu'on fait parce que ça nous fait pétiller comme ça. Ah oui, c'est génial, il a eu le courage. Mais bon, et alors? Il a eu le courage, mais après, il faut faire des choses là, dedans, quoi. Et voilà, c'est... Pierre Trigolo? Oui, je voulais simplement me demander devant vous si, au fond, on ne se trouve pas devant une situation assez classique dans les régimes révolutionnaires en particulier. On a besoin d'un ennemi, d'une figure diabolique. Et il faut voir à propos de cet incident avec le roi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le Venezuela maintenant a gelé ses relations diplomatiques avec l'Espagne en exigeant que le roi, justement, s'excuse de cette formule employée devant Chavez.
Donc, ça me fait penser, n'est-ce pas, à ce truc assez classique de tous les pays révolutionnaires qui se considèrent comme des forteresses assiégées. Cuba l'a fait aussi. Cuba parle de blocus génocidaire alors que ça n'est ni un blocus ni un génocide. Hein, c'est un embargo qui est partiel, réalisé par un seul pays, c'est-à-dire les États-Unis. Donc c'est assez différent. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir où en est Chavez de sa politique internationale. Je crois que c'est de ça dont on parle. Or, j'ai l'impression qu'ici, on fait comme si Chavez le chavisme était en plein développement. Je fais remarquer quand même qu'il s'est passé quelque chose très récemment avec les FARC, qui est extrêmement mauvais pour Chavez. Chavez est venu à Paris les mains complètement vides, et alors qu'il laissait entendre qu'il pourrait faire quelque chose dans cette affaire Bettencourt. On rappelle que les FARC, c'est le mouvement narco-révolutionnaire de Colombie. Colombien. Or, comme vous le savez, donc, Chavez vient les mains vides, et il a trouvé une porte de sortie astucieuse en prenant le téléphone, en s'adressant directement au chef de l'armée colombienne, Montoya, de façon à ce que le président Uribe rompe les négociations. Et naturellement, il joue les victimes maintenant, et la tension monte. Donc, difficulté, je crois que de ce point de vue-là, Chavez va perdre pas mal de son aura en Amérique latine et en Europe. Ensuite, il y a les alliés qu'il a. Je crois qu'on a compris que ça n'est pas toute l'Amérique latine, ça n'est ni le Brésil, ni le Chili. Les choses évoluent autrement au Chili, ni en Argentine. C'est le nord du cône sud-américain. Et qu'est-ce qu'il y a? Les petits frères, ils sont pas tellement contents d'être les petits frères. Les petits frères, c'est effectivement la Bolivie. Mais la Bolivie est dans un sale état, elle est au bord de l'explosion. L'Équateur, visiblement, ils sont plus réservés, un peu plus autonomes que le souhaiterait Chavez. Cuba. Alors Cuba, c'est intéressant parce qu'on peut se dire qu'à la mort de Fidel, il va y avoir des choses. Et les hypothèses qu'on peut avancer sur les scénarios qu'on peut imaginer ne sont pas tous favorables à Chavez. Rien ne dit, par exemple, qu'on ne va pas avoir quelque chose à la vietnamienne ou à la Chine, c'est-à-dire le Parti communiste qui se maintient, beaucoup plus d'initiatives individuelles laissées aux Cubains. Je n'ai aucunement l'impression qu'on est pour ce que Chavez appelle solo gobierno, un solo gobierno, un seul gouvernement. Ça, c'est les rêves de Chavez. Mais les Cubains sont très loin de cela. On connaît le nationalisme cubain. J'ai pas l'impression qu'ils vont se laisser manger par Chavez. Donc, ce soir, c'est bien de parler de Chavez et de la manière dont nous en parlons. Mais peut-être Chavez, c'est pas si important que ça. C'est dangereux et grave. Et dans le monde arabe. Et grave pour le peuple vénézuélien, puisque, comme vous le savez, dimanche, le 2 décembre, il y a un référendum sur la réforme constitutionnelle. J'espère qu'on va en parler. Mais pour l'extérieur, ça n'est pas si dramatique que cela. Et je ne crois pas que Chavez ait tant de puissance qu'on le croit. Donc l'épisode avec Zapatero, donc on a fini. Non, justement, revenons là-dessus. Je pensais qu'on avait décidé revenons sur l'altercation avec... non plus, Chavez n'est pas important. Je pensais qu'on avait fermé le sujet. Non, il est toujours ouvert. Non, on peut y revenir justement. Moi, je ne vais pas rentrer dans toute cette discussion sur ce que Juste l'altercation pour finir. Oui, voilà. Il y a trois choses. Autant la première présentation était assez honnête et correcte, autant celle-ci est complètement tronquée et manipulée. Et il y a trois choses qui sont complètement déformées. Premièrement, c'est un détail, mais pas tout à fait. Juan Carlos ne dit pas pourquoi tu ne te tais pas, il dit pourquoi tu ne la fermes pas.
Alors, entre chefs d'État, il paraît qu'il ne faut pas être simpliste, entre chefs d'État, je ne sais pas, supposons qu'il y aurait une réunion de chefs d'État. Il y a des gens qui parlent espagnol qui sont pas d'accord. Kayas, c'est ferme-là. C'est ferme-là. Mais c'est... Non, je ne veux pas défendre le roi Juan Carlos, pero ¿por qué no te callas? Es tais-toi. Bon, mais cette façon de le dire, je voudrais un petit peu familière de le faire. Je voudrais juste dire ceci. Dans une réunion, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Dans une réunion entre chefs d'État européens, si la reine d'Angleterre dit à Nicolas Sarkozy pourquoi tu la fermes pas, je ne sais pas comment ça va être perçu par le monde et par Libé. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est dans ce qu'on a tronqué dans cette version qui a été diffusée partout en Europe. Quand est-ce que Chavez parle de Aznar fasciste? Pas comme ça, parce que ça tombe du ciel. Avant ça, il y a Zapatero, le Premier ministre espagnol, qui a parlé pendant 30 minutes, et il a fait un sermon en latino, en disant « Vous devez cesser de pleurer sur vous-même et de dire que c'est à cause des ingérences extérieures que tout va mal, etc. » Il a attaqué toutes les politiques qui sont faites par Evo Morales, Correa, etc. Il a dit que c'était totalisant et blablabla. Donc, lui, évidemment, c'est le néolibéralisme. Et au bout de 30 minutes de ça, Chavez lui a dit « Oui, mais quand même, est-ce que tu sais où tu parles? Ici, à Santiago du Chili, où une ingérence extérieure a massacré l'espoir du peuple chilien, Allende, et a installé la dictature fasciste de Pinochet. » Et c'est à ce moment-là que Chavez intervient pour dire « Et chez moi aussi, Aznar a fait un coup d'État fasciste pour renverser un président démocratiquement élu. » Et dernière chose, rapidement, qui est tronquée dans cette présentation, c'est que Juan Carlos ne sort pas quand Chavez parle, il sort quand Ortega, le président du Nicaragua, dit « Les multinationales espagnoles se comportent comme des bandits en Amérique latine, ils volent, ils appauvrissent les gens, ils pratiquent la corruption. » Et Kirchner, le modéré, a dit la même chose, et la moitié des chefs d'État en Amérique latine. Oui, mais on ne le montre pas comme ça. On ne le montre pas comme ça. Que les multinationales se comportent. C'est important. Excusez-moi, mais vous voyez... Vous avez entendu parler de l'idéologie, de la façon de diriger, Non mais attendez, non. Tout à l'heure, vous disiez... pourquoi est-ce qu'on parle tellement de ça? Est-ce que c'est pas lui qui veut? Non, on parle tellement de ça parce que non. On parle tellement de ça. Non, mais laissez-moi finir. On parle tellement de ça. On parle tellement de ça parce que les journaux en France, parce que tout le monde nous en parle depuis le début, depuis la publicité qu'il a fait pour le livre de Noam Chomsky d'ailleurs. On nous en parle en nous le diabolisant. C'est tout. Nous autrement. Attends, laisse-moi terminer. Moi je ne le pense pas comme quelqu'un diabolique. Chercher indépendamment. Quelqu'un qui me donne des soupçons. Mais c'est pas lui qui vient en France pour faire parler de lui. On l'a reçu. Si Nicolas Sarkozy l'a reçu, c'est qu'il avait des intérêts à la chose. Et pour ce qui est de cette histoire de FARC, Nicolas Sarkozy, avant de le recevoir, nous a dit au moins 15 fois, de toutes les façons, dans une seule journée, je vais le recevoir, mais je ne l'aime pas. Sachez bien que je ne l'aime pas, mais je vais le recevoir des fois qu'il y aurait... Arrêtez s'il vous plaît de me couper, c'est très pénible. Non mais tu vois ce que vous faites là tous les deux, vous n'arrêtez pas de dire... Non, je vais le recevoir, mais... Chavez. Oui, non, il n'y a pas, non, là je parle de Sarkozy. Chavez. Sarkozy et nous, a bien signifié qu'il n'aimait pas Chavez. On avait compris. Parce que ça n'a pas pu plomber, justement, comme vous disiez, cette relation avec la Colombie pour la libération des otages. Est-ce que ça n'a pas plombé, justement, cette relation? C'est ce coup de téléphone qui a plombé ça m'étonnerait. Alors, il nous reste que quelques minutes. Alors, vous dites Chavez, Bush, Aznar, Chavez, bon, mais Marilou et moi, ce qu'on vient de vous dire, c'est la tristesse pour nous, pour les gens vraiment de gauche, les gens qui sont du côté du peuple, qui luttent de façon différente pour l'émancipation, la tristesse de que, encore une fois, ces luttes d'émancipation soient, tout à coup, prises par un papa, comme dit Marilou, par un leader. C'est ça qu'on vous dit. On dit, c'est-à-dire que, oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous êtes intervenu, excusez-moi, à chaque fois que vous êtes intervenu en train de parler comment l'administration américaine est mauvaise. Comment les rois... Mais nous, on ne parle pas de ces côtés-là. Moi, je suis en France. Nous, ce que je vous dis, moi, ce qui m'intéresse en France, vous comprenez la tristesse, c'est la manipulation de l'information. C'est ça qui m'intéresse en France. Ce n'est pas Chavez, c'est comment Chavez nous est présenté.
C'est ça qui m'intéresse. D'accord. Ce n'est pas l'Amérique du Sud, c'est comment on nous parle de l'Amérique du Sud. Mais il s'avère Mais ce qui m'intéresse en France, je vis en France, et ce qui m'intéresse en France, c'est ce qui est possible de faire en France. Pour le monde et pour la France. Et vous entendez comment vous parlez de l'Amérique latine, toujours ces pauvres latino-américains qu'on a. Mais si, ils sont très pauvres, c'est terrible, on les a pillés, on les a exterminés, etc. Ça suffit maintenant. Les latino-américains, ils s'organisent, ils sont de plus en plus autonomes. Et ils tentent justement aussi de faire de l'intégration régionale. Et c'est pas Chavez qui va les réunir. Ils sont en train de prendre leurs choses en main. Depuis des années, parce que vous parlez tous en même temps. Non, mais ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas, crois-moi. Le reste est secondaire. Non, bon d'abord, ce qui est pour toi est secondaire. Non, mais ce qui est pour toi est secondaire. Comme on a fait pour les Balkans, pour tout. Je comprends. C'est ça. Toi, ce qui t'intéresse à l'information en France. La manipulation de l'information. La manipulation de l'information. Et il s'avère que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, il y a une vraie réalité mouvante, libertaire, oui. Et vous avez notre sympathie pour ça. Et qu'on n'a pas besoin encore de que ces mouvements-là soient escamotés et vu d'une façon manichéenne pour ou contre, tu comprends? C'est très dangereux pour nous. C'est très dangereux qu'à chaque fois on soit là-dedans. On terminera là-dessus, bien sûr. C'est un débat qui va continuer, j'imagine, sur Internet, sur le site de Ce Soir ou Jamais. Chavez, il y a beaucoup de choses sur Internet. J'en avais prévu plein, j'ai pas eu le temps de vous les passer. Tant pis. On se retrouve demain après le soir 3. On se quitte avec Kevin Michael qui va nous interpréter I Don't Make Any Difference to Me. Kevin, c'est à vous. It don't make any difference to me. What the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart, I will always believe that we were meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me. All you gotta do is look at me. 3 generations of my family, you see. People treat you different if you're in between. He was black and she was white. You know that most people thought that it wasn't right. Still remember when she used to say that it don't make any difference to me. No, what the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart, I will always believe that we were meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me. Every time I look at you, deep in brown as I see what you're going through. The streets are different if you're in between. And I can feel it every day. Whispers the words that they think I don't hear them say. Before you let a tear fall, remember, girl, that it don't make any difference to me. No, what the world thinks about us, baby. 'Cause in my heart, I will believe, yes, that we were meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me. Break it down, baby. Things done changed, but it's still the same. We gon' find a way so we can maintain. And even though it might get a little difficult,
Always remember, girl, we're inseparable.